Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce nouveau webinaire sur la cybersécurité pour les produits Unitronics dans un milieu industriel. Donc merci à tous de participer et puis n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation et puis j'y répondrai du coup en fin. Merci. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter la cybersécurité dans un milieu industriel. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce qu'il faut protéger? Alors, on va reprendre du coup le système Purdue qui nous permet de classer en fait les systèmes de sécurité dans un système. D'accord? Comment on classifie en fait qu'est-ce qu'il faut sécuriser et les différents niveaux dans un système informatique. Donc, au premier niveau, c'est tout ce qui va être capteur, moteur, donc tout ce qui va vraiment être physique sur les machines. Ok? Et donc là, on va être sur la partie réseau usine, ce qu'on appellerait avant réseau usine, ce qu'on va appeler du coup OT. Donc ça, c'est le niveau 0. Ensuite, on va voir la partie du coup automate. C'est là où l'automate Unistream ou Vision d'ailleurs va pouvoir se placer. Donc ça, c'est le niveau 1. Okay, donc c'est là où on voit les PLC. Et donc l'automate Unistream ou Vision va aussi se placer sur le niveau 2 puisque c'est un IHM intégré. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est la partie machine. Et bien cette partie-là, il faut bien la séparer d'un réseau du coup IT, donc le réseau informatique bureautique. Ça se faisait beaucoup avant, ça se fait de moins en moins. De plus en plus, on a quelque chose qui est mélangé en fait, mais il faut bien séparer les réseaux pour des questions de sécurité et de sécurisation d'accès. D'accord? Et donc dans la partie IT, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Les serveurs de stockage, les serveurs de mail, des choses comme ça. Donc ça, c'est le niveau 3 et 3,5. Et ensuite, en 4 et 5, c'est vraiment l'utilisation de tout le monde. C'est la partie bureautique, voilà, donc des PC de bureau, les imprimantes, les téléphones, et bien sûr, la box pour accéder à Internet. Voilà. Et donc ça, ce sont les 5 couches qu'on va avoir dans un milieu industriel. Okay, eh bien, toutes ces couches-là, à chaque fois qu'on va avoir la partie du coup en bleu ici qui est un pare-feu, c'est vraiment de séparer ces différentes sections. Soit séparer physiquement, directement, soit de faire des filtrages par rapport à des identifications ou même par rapport à des ports. Okay, donc c'est vraiment sécuriser le plus possible. Quelques exemples de cyberattaques. On en parle beaucoup et de plus en plus au niveau des médias. Un malware, par exemple qu'un virus, donc c'est quelque chose que vous récupérez, soit en le téléchargeant ou d'autre manière, avec une clé USB par exemple. Voilà, donc ça c'est un logiciel espion, un cheval de Troie, c'est beaucoup à une époque, du minage, etc. et plein d'autres choses. Donc ça c'est tout ce qui va être virus. Okay, donc récupération de données ou corruption de données directement. On va voir la partie hameçonnage. Quand vous récupérez un mail et que vous cliquez par exemple sur un lien frauduleux ou que vous téléchargez une pièce jointe qui n'est pas bonne non plus. Voilà. Ça, c'est comment aller choper des informations, c'est l'hameçonnage. La partie MITM est un peu plus complexe, ça s'appelle l'homme du milieu du coup en français, c'est quand quelqu'un va analyser un flux entre un serveur et un client par exemple, ou entre deux clients qui sont en train de se parler. Donc là, ça peut être par rapport à l'espionnage industriel ou pour récupérer des identifiants ou des choses comme ça. Le rançon logiciel, alors ça c'est le plus connu actuellement, parce qu'on en parle beaucoup, c'est ce qui frappe par exemple les hôpitaux, ils sont obligés de payer du coup pour récupérer les données qui ont été piratées et qui ont été bloquées. Voilà. Et donc ça c'est le truc actuel. Et la partie par exemple DDoS. Alors là je vous explique juste les principales, hein, mais il y en a beaucoup. Le DDoS est un déni de service, et en gros du coup c'est une sorte de flux d'informations au niveau d'un serveur pour rendre le serveur down et rendre ça inopérant, que ce soit un site web, un applicatif ou par exemple du coup, un automate qui aurait trop de données dessus sur le port Internet. Voilà. Donc ça, c'est principalement sur la partie informatique. Mais il faut savoir qu'un automate, donc dès que c'est raccordé à un réseau, va pouvoir avoir certains types d'attaques qui peuvent fonctionner. Voilà. Donc pas ce genre de choses, mais on va voir lesquelles. Quelques chiffres au niveau cyber-informatique, la cybersécurité. Il faut savoir que il y a une recrudescence là-dessus au niveau des cyberattaques et elle monte réellement depuis plusieurs années en puissance. Et on peut voir que c'est vraiment le cas pour tout le monde, d'accord? Et surtout pour ceux qui pensent qu'ils sont inatteignables. Imaginons, vous avez sur 347 000 attaques de cyberattaques en entreprise, okay, dans un réseau industriel, vous en avez 330 000 sur des PME. Donc c'est pas parce que pardon, excusez-moi. Tous les gros ne sont pas que impactés, il y a aussi les petits. Et c'est principalement les petits qui se pensaient être sécures, etc. parce que
il n'y a pas grand-chose à voler, parce qu'il n'y a pas grand-chose pour un hacker, etc. Et bien en fait, c'est eux, l'attaque principale, ça va être sur eux qui va être faite. Parce que c'est eux qui vont être le moins protégés. 60% des PME n'ont pas de référent en cybersécurité. D'accord? Il faut savoir que, par contre, le coût global d'une cyberattaque, c'est 50 000 €. Sur une PME, ça se ressent tout de suite fortement. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut axer. C'est vraiment le cas pour tout le monde. Et c'est un cas de conscience qu'il faut avoir. Donc là, quelques chiffres qui ont été repris, qui montrent vraiment en fait une recrudescence là-dessus au niveau des cyberattaques au milieu industriel depuis l'année 2020-2022. Il faut savoir quand même que ça a quasiment doublé et ça ne fait que monter. Comme dans la diapo juste avant, il y avait quasiment une attaque toutes les 39 secondes. D'accord? Donc durant cette présentation, il va en avoir plus de 30. Alors, qu'est-ce que c'est les objectifs d'une cyberattaque? Pourquoi le hacker fait ça? En gros, une interruption de business. Donc, par exemple, la personne du coup va vous bloquer votre système et rendre inopérant du coup la production, par exemple, ou ça peut être le cas, par exemple, dans le Nord, il n'y a pas très longtemps, ils ont rendu inefficace un système informatique et donc plus de livraison. Voilà. L'interprétation du matériel. Alors là, on touche au physique. Par exemple, l'automate. Imaginons quelqu'un prend le contrôle d'un automate à distance et active les sorties au niveau moteur, etc., ce qui détériore le matériel. Ou par rapport à une production, il fait chauffer, met une consigne tout de suite qui est vachement importante et du coup bloque la production. La fuite de données nécessaires aux opérations. Alors là, en l'occurrence, ce sont plus des données clients, historisation, etc., qui peuvent être récupérées par rapport à l'espionnage industriel ou par rapport à juste des rançons logicielles. Donc ça impacte un petit peu moins les automates, mais on va voir que dans un certain sens aussi. Et l'impact sur la notoriété. Je pense que c'est un des pires, c'est la mauvaise pub. Voilà. Et donc, une petite citation que vous avez à droite là. Oups. Pardon. Ce n'est même pas une question de bon sens, mais tout ce qui est connecté doit être sécurisé. Okay. Donc, dès que c'est un port Internet, il faut sécuriser. Il faut penser à la sécurisation. Comment on y accède, qui y accède et comment on fait pour sécuriser tout ça. Voilà. Ça doit être vital pour tout le monde. Alors, le point de mire. Il faut bien savoir une chose. Quand on parle de restriction d'accès, de sécurisation, une redirection de port, c'est tout l'inverse. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? C'est une porte ouverte. C'est comme si vous laissiez la porte de chez vous ouverte et vous disiez bonjour, bienvenue. Donc, qu'est-ce qui risque un automate Unitronics, d'accord, dans ce monde de cyberattaque? La prise de contrôle à distance, via un remote access ou via un VNC. Savoir que la plupart du temps, c'est totalement libre d'accès et n'importe qui peut prendre le contrôle. Vous voyez les deux images de droite? Ce sont des choses qui sont accessibles, des automates qui sont accessibles par Internet, avec des redirections de port. C'est totalement libre. N'importe qui peut se connecter dessus, très simplement. Et il ne faut pas être un hacker chevronné pour pouvoir le faire. Donc, c'est extrêmement dangereux. Si vous modifiez la température de consigne, ça peut avoir des conséquences très graves. Le copie, le changement de programme, donc quelqu'un renvoie un programme de danse en inopérant la machine, ou même l'actionnage industriel où quelqu'un vient récupérer les informations de votre machine. Et là, je ne parle pas que Internet, même en direct sur le produit, c'est important de le sécuriser. Changement des paramètres de l'installation, comme je disais tout à l'heure, les consignes, les limites hautes et basses, par exemple, qui peuvent endommager la machine physiquement, que ce soit mécanique ou physique pour les personnes. Voilà. Et là-dessus, c'est la responsabilité de tout le monde. Donc, je réitère, on doit protéger l'application qui est dans l'automate, d'accord, pour éviter qu'elle soit altérée, changée ou récupérée. Les paramètres de configuration du système ou de l'application, voilà, protéger les accès aux entrées-sorties, etc. Tout ce qui va être lié en fait au produit, au niveau mémoire. Les fichiers qui sont générés. Imaginons, vous avez une autoclave, par exemple, qui doit du coup historiser pour l'agro des informations, et ces fichiers doivent être inaltérables, parce que c'est des questions de traçabilité, etc. Et bien pour ça, il faut vraiment les sécuriser. Et si les données sont perdues, c'est plein de batchs de production qui vont être jetés. HMI Web Server Access, donc ça c'est la partie remote et VNC qu'on vient de voir juste avant, ou contrôle distant, que ça soit par le software pour envoyer une application ou même une mise en ligne.
quand vous êtes en ligne avec l'automate, vous pouvez altérer les données. Donc, faire attention là-dessus et sécuriser tout ça. Donc, sur la gamme Vision, on a des protections qui peuvent être mises en place et d'ailleurs des nouvelles qui viennent avec la dernière version d'EasyLogic. Alors ça existait déjà, mais très peu de monde le savait. Changer le mot de passe de l'infomode. Depuis l'infomode, on peut modifier les entrées, les sorties, on peut faire du forçage, on peut modifier la mémoire automate, etc. On peut modifier beaucoup de choses, d'accord? Là-dessus, du coup, vous pouvez changer le mot de passe, qui est de base, okay, d'origine, via le ASI 253. Donc toujours 4 nombres, pardon, 4 chiffres, mais essayez de les changer, c'est une manière vitale. Et de toute façon, la nouvelle version d'EasyLogic, la 9.9.0, qui est disponible sur notre site internet à partir de ce jour, d'accord, donc qui est sorti à la base hier, va imposer de toute façon la modification de l'infomode, du mot de passe de l'infomode. En dessous, Modbus serveur. On y pense rarement, mais sur la gamme Vision, toute la mémoire est accessible en Modbus. Eh bien, vous aviez la possibilité, via certains SI, de limiter ces plages mémoire pour donner accès qu'à certains MI et certains MB, pour donner des plages accessibles, ce qui permet de sécuriser en fait au niveau accès et limiter en gros la lecture-écriture sur des zones où il n'y aurait pas eu le droit de le faire depuis l'extérieur. La petite nouveauté du coup, par rapport à la dernière version qui vient d'arriver, le SW10 va vous permettre de sécuriser vraiment ce que vous voulez faire à distance. Est-ce que vous voulez refuser l'envoi de programme? Est-ce que vous voulez refuser qu'on contrôle distant, on fasse que de la visu ou aussi de la visu en lecture-écriture, modification de ta table, accès à la carte SD, des choses comme ça. Tout ça, vous allez pouvoir le sécuriser via le SW10. Le SB206 vous permet de désactiver toute la communication PCOM via Ethernet. Donc en gros, vous pouvez faire en webmail, communication Modbus, mais plus de connexion à distance. Voilà, on va sécuriser le port entièrement. La fonction de mot de passe pour l'accès à Ethernet. Alors, ça c'est une des nouveautés. En gros, vous avez la possibilité maintenant de mettre un mot de passe en Ethernet qui est limité jusqu'à 16 caractères, de 8 à 16 caractères. Et ce mot de passe va devoir être saisi quand vous voulez vous mettre en ligne, d'accord, ou vous connecter au produit pour un envoi de programme, mise en ligne, mise à jour firmware, etc. Il va vous demander le mot de passe, d'accord. Alors, il va saisir une fois, après il l'enregistre au niveau du PC. Mais si vous changez de PC, vous allez devoir le remettre. Sur la partie Unistream, donc là-dessus, c'est un produit où il y avait déjà un peu plus de sécurité au niveau informatique, un peu plus récent, bien sûr. Donc, la mise en place du mot de passe réseau, il est là depuis plusieurs versions, mais souvent, on fait un petit ignore, et puis du coup, on ne l'utilise pas. C'est important de le mettre. Ça permet de sécuriser qui va envoyer le programme, à l'autorisation d'envoyer le programme, ou même de se mettre en ligne. Donc, il faut sécuriser ce genre de choses. Alors, ça engendre beaucoup de contraintes. Hein. De toute façon, toute la partie sécurisation informatique engendre des contraintes. Mais si vous ne le faites pas, c'est une porte ouverte. La procession des accès. Comme tout à l'heure pour la gamme Vision, l'accès du coup à l'infomode, là, c'est l'accès à l'Uniapps, le sécuriser par un mot de passe. C'est la possibilité de l'avoir que en visu ou en lecture-écriture. La gestion des comptes utilisateurs, elle est encore plus simple d'utilisation. En gros, vous pouvez limiter du coup l'accès à certaines pages de réglages, etc. par rapport aux utilisateurs. Il faut vraiment sectoriser qui a accès à quoi. La partie mot de passe VNC, là du coup par contre, c'est un peu une évidence, c'est n'importe qui peut accéder à votre système à distance et le contrôler. S'il n'y a pas un petit mot de passe, c'est-à-dire que n'importe qui peut le faire, dès qu'il a l'information de connexion. D'accord. Et je le réitère, les redirections de port, c'est une porte ouverte. Donc n'importe qui pourra le faire. Et tout ce qui passe par Internet laisse des traces sur Internet. Surtout en clair. La sauvegarde des données, FTP et email. En gros, toutes les données que vous historisez en interne, n'hésitez pas à faire une sauvegarde vers l'extérieur. C'est ce qu'on préconise en informatique au niveau des serveurs. Vous faites toujours une copie en 2 endroits. Et bien là, c'est la même chose. Vous envoyez vos données sauvegardées en FTP ou en mail à un autre lieu. Sauvegarde de la mémoire au niveau de la carte SD. Une fois, c'est pour dupliquer la mémoire interne vers la carte SD. Le maintien des mises à jour au niveau d'Unistream, au niveau des firmware des produits. Je sais que c'est compliqué au niveau industriel, surtout qu'on fait une machine, voilà, on ne peut pas trop changer. Mais dans l'informatique, et dès qu'un produit est relié à Internet, le point phare, c'est la mise à jour, par rapport aux mises à jour de sécurité et de réseau. Quand vous prenez par exemple un pare-feu ou un antivirus chez vous, sur votre PC, vous êtes obligé de le mettre à jour, sinon il ne sert à rien.
Eh bien, un produit, n'importe quel produit informatique, si vous ne mettez pas à jour, il n'a pas les dernières sécurités et donc des failles qui pourraient apparaître. Donc, toujours essayer, en tout cas, de garder un produit à jour, surtout un produit qui est relié à un réseau. Valider la signature des fichiers générés. Alors, c'est un des points forts par rapport à la gamme mainstream, sur la gamme mainstream, pardon, c'est que vous pouvez certifier que les données n'ont pas été altérées via la signature des fichiers. Ça vous permet d'être sûr que votre fichier CSV ou votre fichier qui a été généré par l'automate, il n'y a personne qui a pu écrire dedans. Voilà. On repart sur les bonnes pratiques du coup pour protéger votre système. Séparer le réseau IT du réseau machine. Donc là, c'est le réseau IT-OT, c'était le réseau purement bureautique du réseau industriel. Il faut le séparer, du moins mettre un pare-feu dessus. Être principalement client et non serveur. Savoir qu'un serveur accepte tout ce qui vient et donc il assure sa propre sécurité. Alors qu'un client, il ne fait que émettre des données et après les reçoit par rapport à ses demandes. C'est beaucoup plus sécure. D'ailleurs, c'est ce que fait un téléphone portable. Il ne fait que émettre. Éviter les protocoles inutiles. Savoir que quand vous faites des essais d'envoi de mail, etc., ça laisse des traces sur un réseau. Et pour saturer un réseau ou ce genre de choses, il vaut mieux les enlever. Voilà. Utiliser le SD browser plutôt que le FTP. Savoir que le FTP est un protocole qui est assez ancien, plutôt vieillissant, qui est d'ailleurs moins apprécié au niveau informatique dès qu'on passe par Internet, pour des raisons de sécurité. L'avantage du SD browser, c'est qu'il est intégré à une logique et que ça passe par le port 22, donc il y a un cryptage, etc. Donc c'est une manière plus sûre d'accéder à la carte SD et aux fichiers de la carte SD. On continue la suite. Mettre l'autorisation lecture-écriture que si nécessaire, comme pour la gamme Vision, je vous disais tout à l'heure, en mode bus, alors quels que soient les protocoles, parce qu'il y en a plusieurs en l'occurrence, toujours autoriser la lecture de base et l'écriture que quand il y a besoin. Voilà, encore une fois, c'est une question de sécuriser qui a accès à quoi. Protection du réseau avec un routeur ECR. Il faut savoir qu'on a des routeurs ECR en B5 et en B8 qui vous permettent d'avoir un firewall. Donc vraiment une séparation de données, de réseau, pardon, entre l'automate et ce qu'il y a derrière ou en amont. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir accès à Internet, mais également de sécuriser votre système pour pouvoir le séparer d'autres choses. La partie du coup Unicloud pour la prise en main à distance. Alors, dans la plupart des cas, vous faites des redirections de port, ce qui devrait être interdit, mais vous faites des redirections de port pour pouvoir accéder à la machine. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de possibilités pour accéder à votre machine, mais de manière sécurisée, sans laisser de traces. Voilà. Et donc Unicloud en fait partie, on va en parler juste après. Et utilisation des protocoles cryptés. Tout ce qui passe par un réseau, les traces, par contre, s'il est crypté, on aura du mal à le déchiffrer et à voir ce qui passe. Et donc, principalement, utiliser des protocoles cryptés quand c'est possible. Donc, Unicloud, en quoi va-t-il nous aider pour ce genre de choses? Unicloud va vous permettre de relier un Vision, un Unistream, voilà, sur Internet, et que vous puissiez, depuis un téléphone, un PC, une tablette, d'accéder à ce produit en VNC, en logique ou en visiologique, avec du FTP, FileZilla, etc., n'importe quoi, pour accéder dessus directement par Internet, ok, à distance. L'avantage d'Unicloud, c'est qu'il va vous sécuriser la connexion entre l'automate au cloud. Donc, si c'est un Unistream, c'est directement de l'automate en passant par Internet, en sortant. Donc, c'est du sortant, donc là-dessus, c'est sécurisé, vers le cloud. Et ça va être crypté. D'accord? Donc, ça, là-dessus, c'est sécure. Et par rapport à un Vision, on passe par un UCR qui, lui, s'occupe du cryptage pour accéder au cloud. Okay? Donc là, c'est que l'envoi, il fait de la réception que quand lui le demande. Et ensuite, vous, la partie du coup utilisateur, avec votre PC, votre smartphone, votre tablette, vous accédez au cloud, donc un site web sécurisé, et vous établissez du coup un VPN pour vous connecter sur le serveur qui va rediriger ce flux vers l'automate, encore une fois encrypté. Voilà, vous avez un cryptage qui est quasiment de bout à bout, avec une sécurisation optimale là-dessus. Voilà. Et vu que tout est crypté, ça laisse pas de traces. En tout cas, c'est moins malléable. Les avantages, le cryptage, le firewall qui est géré directement par le serveur, les antivirus qui sont gérés directement par le serveur, vous n'avez rien à faire, tout est déjà fait. D'accord? C'est vraiment une charge de travail en moins, beaucoup de questions à se poser en moins. La double authentification, voilà, on en parle de plus en plus, c'est imposé de plus en plus en tous les cas. Voilà, donc c'est de se connecter et d'avoir soit un SMS, soit un email pour confirmer l'authentification.
D'accord? La gestion de rôle, qui est aussi une fois directement tout intégré, pour sectoriser qui a accès à quoi. C'est vraiment le point fort au niveau de la cybersécurité, c'est toujours sectorisé. Et la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord, au niveau du serveur. Vous n'avez rien à faire, tout est géré par Metronix et l'hébergeur du serveur. Alors, c'est vraiment un point que Metronix prend à bras le corps. Depuis 2013, ils ont commencé à parler de systèmes informatiques et de sécuriser en tout cas les systèmes informatiques, que ce soit par rapport au niveau des logiciels ou des produits. Donc là, on voit par rapport à deux normes, du coup, deux certificats pardon, qu'ils ont passés au cours du temps, un en 2013 et l'autre par rapport à la partie cloud, du coup, avec la 27017 beaucoup plus récemment. Voilà, principalement. Voilà, donc j'ai fini pour la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, les box privées proposent-elles des VPN? Ça dépend de votre box. D'accord? Il y a certaines box proposent d'être serveur VPN et du coup, vous, en tant que client, vous vous connectez sur votre box qui fait la redirection après derrière. D'accord? Donc là, après, c'est une connexion sécurisée, bien sûr, d'un point A à un point B. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est que certaines box, et donc ça, il faut se renseigner par rapport aux fournisseurs. C'est là où l'avantage du UCR, ou même par rapport à la partie cloud, c'est qu'au moins, vous avez tout qui est implémenté et vous savez qu'à chaque cas, vous l'avez. Le routeur UCR intègre un VPN. Alors, le routeur UCR intègre un serveur VPN et un client VPN. D'accord? Donc, si vous êtes en client VPN, vous pouvez vous connecter à un serveur. Donc, en gros, il faut un serveur VPN dans ce cas-là. Sinon, il peut être aussi serveur. Et là, du coup, c'est vous qui vous connectez directement dessus. Donc, c'est un paramétrage au niveau du VPN à faire. Mais encore une fois, c'est un paramétrage. Alors, vous prenez le cloud qui est intégré directement. Vous avez strictement rien à paramétrer. Voilà, c'est juste de là. Vous mettez l'adresse IP, etc. Comme ça, tout ça, vous n'avez pas besoin de le faire avec le cloud. C'est juste directement par rapport au numéro de série. Si on connecte un routeur entre une box et un automate, on sécurise l'installation. Encore une fois, ça dépend de ce que vous faites. Parce que oui, vous sécurisez l'installation si vous ne faites pas de redirection de port. D'accord? Parce que si vous faites une redirection de port, en gros, vous mettez une porte ouverte vers une autre porte ouverte, et donc, en gros, vous sécurisez rien. D'accord? Ça reviendra exactement au même que si vous mettez directement sur la box principale. Par contre, ça vous avantage à une chose, c'est si un système est infecté derrière la box, il n'affectera pas le système qui est derrière, puisqu'il y a le routeur qui s'afirewall. En fait, c'est une deuxième box dans une box, en gros. D'accord? Peut-on faire confiance aux firewalls intégrés comme Orange? Il faut savoir que les firewalls intégrés comme Orange, c'est comme n'importe quel routeur, il intègre un firewall. Mais encore une fois, il faut qu'il soit à jour. Sinon, votre firewall va avoir des failles de sécurité qui vont être de plus en plus connues et donc du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Donc toujours, encore une fois, bien mettre à jour. Okay. Mais un firewall, n'embête pas, si vous faites une redirection de port, votre firewall, il laisse porte ouverte, hein, il ne fait strictement aucune vérification. Mais donc oui, en l'occurrence, vous pouvez avoir confiance un firewall comme Orange. Alors, quand on parle de séparation de réseau, on parle de séparation physique ou d'un sous-réseau. Alors, ça sera dans tous les cas une séparation avec un sous-réseau, okay, qui va avoir lui-même son propre routeur, alors soit en UCR, soit avec un autre routeur manageable, puisque du coup, il n'aura pas accès à Internet sinon. Sinon, vous pouvez créer deux séparations totalement distinctes, avec deux accès Internet distincts. Et alors là, c'est encore mieux, puisque du coup, vous êtes totalement séparés. Okay, mais après, par contre, quand vous voulez accéder à un réseau, à un autre réseau, vous êtes toujours obligé de passer par l'extérieur. Donc ça complexifie un petit peu, mais c'est sûr qu'une séparation physique, c'est la meilleure des sécurités. Et non, du coup, les redirections de port sont pas obligatoires côté UCR quand on va utiliser la partie, par exemple, Unicloud. Il n'y a pas besoin de redirection de port parce que c'est du sortant. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la connexion va se faire depuis l'automate ou depuis le routeur vers le cloud, et c'est cette connexion-là qui est sécurisée, mais il n'y a rien qui rentre de manière inopinée. C'est pas nous qui demandons la connexion quand on veut. C'est d'abord l'automate qui se connecte au serveur, et une fois que cette connexion est faite, on peut se connecter dessus. Alors, un PC distant avec une IDESC ou avec un TeamViewer, par exemple, qui lui-même a une double authentification, etc. Bon, là, on passe sur la sécurisation d'un PC en fait en lui-même au niveau de l'accès à ce PC. Ensuite, ça reste une connexion filaire entre ce PC et l'automate. Donc ça, bien sûr, cette connexion-là, il n'y a pas de souci. Et sécuriser l'accès à ce PC-là, pour sécuriser qui a accès à ce PC, c'est là où on va avoir la sécurité réseau à effectuer.
Mais oui, en soi, celle-ci aussi est sécure. Par contre, il faut avoir la possibilité de mettre un PC à côté de la machine, ce qui n'est pas le cas pour toutes les machines. Hop, merci à vous d'avoir participé à notre webinaire. Cette vidéo sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube ou sur le site internet. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions directement au niveau du support technique. Merci bien.